Bonjour, voici notre troisième conférence. Donc on aura passé tout le trimestre pour consacrer au XVIIe siècle. Paris au XVIIe siècle. Nous terminons avec Paris sous Louis XIV. Et quand on dit sous Louis XIV, l'expression dit bien ce qu'elle veut dire. Louis XIV, ce grand roi, ce roi magnifique, ce roi très belliqueux, très autoritaire, très orgueilleux. Vraiment, tous ces sujets sont sous lui. Et l'expression sous Louis XIV donc se justifie. Vous avez ici sur la diapositive les moments les plus importants de sa vie. Donc 1638, sa naissance. En 1644, il n'a pas encore 5 ans, il est déjà roi. Mais bien sûr, c'est sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin qui gère le royaume. En 1648, il est encore tout jeune, c'est l'épisode de la Fronde, c'est la révolte nobiliaire qui va durer 4 ans et qui sera une guerre civile très intense et dont il gardera toute sa vie un très mauvais souvenir quand il est obligé de s'enfuir du palais royal en se cachant pour aller se réfugier au château de Saint-Germain, où on ne l'attend pas, où il n'y a pas de meubles, où il est obligé de coucher sur la paille. Ça sera le traumatisme de sa vie. Bon, ensuite, la Fronde, cet épisode s'apaise. Mazarin reprend le contrôle. 1654, c'est le sacre de Reims. 1659, déjà, il participe aux guerres contre l'Espagne. C'est le traité des Pyrénées. Et son règne personnel va commencer en 1661. Donc on va suivre ce qu'il va réaliser pour Paris, disons de 1655 jusqu'à 1680. 1682, c'est l'installation définitive à Versailles. Et à partir de là, le roi ne couchera plus jamais à Paris et plus jamais au Louvre, et il va créer la ville de Versailles, le château de Versailles bien sûr et la ville de Versailles, pour créer une ville modèle, une seconde capitale, car il se méfie toujours de Paris, des Parisiens, et en même temps, la gestion de Paris est très malcommode, il est très difficile d'en faire une ville moderne, c'est une très grande ville de 500 000 habitants, et il est très difficile d'en faire la ville qu'on souhaiterait avoir à cette époque. C'est pour ça que Versailles, on part de rien, on va pouvoir tout faire impeccablement, du moins c'est sa volonté. Malgré tout, le poids des traditions est tel, d'abord à Paris il y a toujours le Parlement, et il y a toujours beaucoup de commerce et beaucoup d'industrie. Donc Paris va continuer à tenir son rôle de capitale, mais les grands travaux que Louis XIV va entreprendre datent de ce début du règne, disons entre 1655 et 1680. Donc ensuite, vous voyez, il y a beaucoup de périodes guerrières, encore une guerre avec l'Espagne, la guerre de dévolution, la guerre de Hollande, dont on sera amené à reparler. 1683, c'est le mariage avec Madame de Maintenon. 1685, la révocation de l'édit de Nantes. Ce coup-ci, on chasse les derniers protestants qui pouvaient rester en France. On les chasse. Presque tous, bon, mais il y en a quand même qui résistent et qui finissent par s'installer, mais officiellement, il n'y en a plus. Et puis, Louis XIV continue à mener des guerres totalement ruineuses et désastreuses pour son pays. La guerre de la Ligue d'Augsbourg, et puis ensuite la guerre de succession d'Espagne, qui sera très longue et très coûteuse, et une véritable calamité pour le royaume qui n'en a pas besoin parce que c'est une période climatique très dure. On a appelé ça le mini-âge glaciaire. Les hivers sont très rudes, il y a encore beaucoup de famine en France et une grande pauvreté parce que tout l'argent qu'on trouve, on l'emploie à la guerre. Donc c'est la face sombre du règne de Louis XIV qui, malgré tout, par son éclat, reste le plus grand roi de France, mais un des plus mal aimés, à juste titre, parce qu'il a vraiment fait souffrir énormément son peuple.
Donc nous commençons exceptionnellement par l'histoire du Louvre. D'habitude, ça se situe en milieu d'exposé. Là, je commence par le Louvre parce qu'on va voir que la réalisation du Louvre, surtout la colonnade du Louvre, va marquer profondément tout ce qui va se faire dans l'espace public par la suite. Donc on commence bien sûr avec le Louvre de Henri IV. Ici, vous voyez, donc il y avait les Tuileries existent, puisque ça c'est de l'époque d'Henri II, Catherine de Médicis. Ici, Henri IV va faire cette galerie couverte pour joindre les constructions du Louvre qui sont de la Renaissance au palais des Tuileries. Donc ça nous donne les dimensions de l'ensemble du palais du Louvre pour l'époque, c'est-à-dire 500 mètres de long, 525, sur 200 de large. Et bien sûr, il y a le grand projet de terminer tout ceci, mais ça attendra, ça va prendre beaucoup de temps, parce que dans l'Ancien Régime, et surtout à Paris, on ne sait pas exproprier les gens. L'expropriation pour utilité publique n'existe pas. Et les propriétés, c'est très compliqué aussi. À Paris, c'est une suite de petites seigneuries qui dépendent souvent d'ecclésiastiques. Donc, par exemple, autour de Saint-Martin-des-Champs, autour de Saint-Germain-des-Prés. Donc il est très difficile d'exproprier les gens parce qu'il y a des propriétaires de facto, mais il y a aussi un propriétaire de jure, l'évêque ou l'archevêque ou le cardinal, et donc c'est un imbroglio inextricable, et par-dessus le marché, la notion d'utilité publique n'existe pas vraiment. Voilà pourquoi c'est très difficile de faire évoluer ce palais du Louvre, qui se trouve enclavé, finalement, entouré de maisons de particuliers ou d'institutions. À l'époque de Louis XIII, on commence à abattre le vieux Louvre de Charles V. Vous voyez qu'il en reste quand même quelque chose, cette partie-là. Et on double l'aile Lescaut parce qu'on a dans l'idée de construire un grand quadrilatère. Mais ça va prendre du temps parce que, justement, il faut négocier avec tous les gens qui sont là. À l'époque de Louis XIV, eh bien, on va réaliser le quadrilatère. On va commencer d'abord par développer un peu plus la partie qui était la partie habitable sous Louis XIII, où il y avait les appartements du roi et de la reine. Et on va aussi terminer les Tuileries. Enfin, quand je dis terminer, c'est on va rendre la façade complètement symétrique. Donc, vous voyez, maintenant, ça fait 300 mètres de large. Alors, le grand architecte qui fait ça, c'est Louis Levaux. C'est l'architecte que Fouquet a utilisé pour construire Vaux-le-Vicomte. Et bien sûr, le roi... quand il a été invité à Vaux-le-Vicomte, il en a été malade de jalousie, il a fait arrêter Fouquet qui manifestement le volait, et il a récupéré tous les artistes qui travaillaient pour Fouquet, notamment Louis Levaux et Charles Lebrun. Donc on confie à Louis Levaux la construction de ces nouveaux bâtiments après avoir terminé le palais des Tuileries. Le palais des Tuileries qui est finalement le plus habitable et qui va le rester encore pendant longtemps. Mais là, malgré tout, on va faire les appartements du roi et refaire les appartements de la reine-mère. Donc on va commencer par voir ça. Voilà ici la rotonde de Mars, qui est une création de Louis Levaux, 1758, mais ça a été très fortement restauré en 1828, à l'époque de la Restauration, donc la Restauration, le mot est bien choisi, donc c'est quelque chose qui n'est que moyennement représentatif, malgré tout, de l'architecture de Louis Levaux. Et vous avez ici les appartements d'Anne d'Autriche, toujours Louis Levaux, 1658, mais ça a été complètement repris au XIXe siècle, quand le Louvre est devenu un musée, et que ces salles ont été dévolues aux œuvres de l'Antiquité. Donc en fait, il ne faut regarder que le plafond. Alors comme on regarde la victoire de Samothrace, la Vénus de Milo, enfin la victoire de Samothrace c'est pas là, mais la Vénus de Milo est dans ces salles, un peu plus loin. Donc comme on regarde ces statues antiques, eh bien on oublie de lever la tête et de regarder ce qui date du XVIIe siècle, donc du début du règne de Louis XIV, avec de magnifiques stucs par exemple.
et des dorures. Des dorures et des stucs, il y en a aussi beaucoup sur la fameuse galerie d'Apollon, mais la galerie d'Apollon, alors là, c'est un peu le même scénario, elle a été extrêmement remaniée au XIXe siècle, quand on y a installé, et par la suite, quand on y a installé les bijoux de la couronne, ce qui fait que les visiteurs s'agglutinent sur les vitrines, et s'attardent peu à cette vue d'ensemble où il y a beaucoup de réalisations dans les picturales du XIXe siècle d'intérêt moyen, et j'avoue qu'à titre très personnel, j'englobe dans les œuvres d'intérêt moyen celles de Delacroix qui ne sont pas celles qui m'enthousiasment le plus. Donc je ne m'attarde pas trop non plus sur cette galerie d'Apollon décorée par Charles Lebrun, avec des sculptures en stuc qu'on doit aux grands sculpteurs de l'époque, comme François Girardon, ou les frères Marcy, qui vont beaucoup travailler à Versailles, et Thomas Regnaudin, qu'on a déjà rencontré, je crois, le mois dernier, à propos de l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, des sculptures de la Porte. Alors, on va s'attarder un peu plus aux appartements de Louis XIV. Il y a 3 pièces successives qui représentaient les appartements de Louis XIV. Et j'ai choisi de vous présenter la chambre du roi, la chambre de Louis XIV. Sachant que cette pièce se situait donc à côté, dans l'aile Lescaut, donc pas très loin de la galerie d'Apollon. Et là, ce que vous apercevez, c'est l'alcôve. Hein. On voit manifestement que c'est une alcôve. Alors, Madame Gallet vous donne l'échelle. Donc, vous voyez ici l'alcôve, avec c'est du bois stuqué et doré. Et vous apercevez ici le H de Henri, parce qu'au départ, c'était fait. Au départ, en tout premier lieu, ça a été les appartements d'Henri II, puis c'est devenu ceux d'Henri IV, et la base du décor appartient à l'époque d'Henri IV, parce que Louis XIV avait une dévotion, une admiration sans borne, une dévotion sans borne pour son père, et aussi Louis XIII, et pour son grand-père, Henri IV, et tout ce qu'il pouvait conserver d'eux, il l'a conservé. Il faut voir qu'il a perdu son père à l'âge de 5 ans, il n'a jamais connu bien sûr son grand-père. Ça explique peut-être aussi cet attachement très fort à ses parents et grands-parents. Donc ici, vous admirez ce beau travail, cette belle sculpture, et là, vous remarquez la finesse des détails, avec l'or et l'argent, et la peinture bleue en fond, sans doute du lapis lazuli. Donc, et ce qu'on ne voit... Alors, cette pièce, aujourd'hui, elle a été démontée. Les appartements du roi ont été démontés au XIXe siècle et on les a transportés plus loin, près de la colonnade. Je vous montrerai ça tout à l'heure sur le plan. On les a remis dans la colonnade du Louvre. Donc, on les a complètement déplacés. Et aujourd'hui, ça se trouve au premier étage... elle Sully, bien sûr, au premier étage, dans les salles consacrées à l'art égyptien. Donc, ce plafond, il se trouve, c'est celui de l'alcôve, c'est celui de la pièce qui contient l'alcôve, pardon, et il se trouve donc dans les antiquités égyptiennes, consacré à Toutankhamon. Alors on a quelques vestiges de Toutankhamon, évidemment, on n'a pas le trésor qu'on a trouvé dans sa tombe, mais il y a de très belles choses dans les vitrines, donc on regarde les vitrines, et jamais de la vie on ne va monter la tête pour apercevoir ce magnifique plafond qui passe trop souvent inaperçu. Alors là, ce plafond, on le doit à Gilles Guérin, qui était un sculpteur et un décorateur, et qui a eu comme contributeurs les grands sculpteurs du moment, donc toujours Thomas Regnaudin, François Girardon, et 2 autres moins célèbres, Legendre et Magnier. Donc ici vous appréciez la décoration, toujours le même principe, de l'or, de l'argent et un fond bleu sans doute en lapis lazuli. Et voici les magnifiques
collectif qu'on doit à Thomas Renaudin et François Girardon. Alors, je ne vous dirai pas ce qui revient à chacun, je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus, et au fond, on peut simplement admirer la beauté de ces sculptures qui rappellent à la fois l'antique, qui rappellent aussi les esclaves de Michel-Ange, et qui annoncent aussi les académies masculines qui se feront jusqu'au XIXe siècle. Je pense aux frères Flandrin en peinture. Donc vous voyez là ce très beau travail, ça vaut la peine de lever la tête, ça vaut même la peine si on a une paire de lunettes de théâtre, de regarder ça en détail. C'est un plafond vraiment magnifique. Voici ici des renommées. Alors vous savez, je vous ai déjà parlé de la différence entre les victoires et les renommées. Les victoires, elles ont des ailes, parce que la victoire est fugace, elle change vite de camp, donc c'est pour ça qu'elle vole. Et quand elles tiennent des trompettes, ce sont des renommées, c'est pour chanter les louanges du vainqueur. Donc là, on attribue cette renommée à Nicolas Legendre et Laurent Magnier. Donc c'est déposé sur du bois et c'est du stuc doré. Et vous avez l'autre, aussi belle, si ce n'est plus belle, qui est ici. Donc voilà les renommées dans la chambre alcôve de Louis XIV. Dans les angles, on a de magnifiques angelots. Un très beau travail aussi. Voilà un autre angle. Bon, Louis XIV, toute sa vie, a aimé les jeunes enfants, s'entourer de jeunes enfants, et vous avez l'allée des Marmousets à Versailles, et donc chaque fois qu'on a représenté comme ça des angelots, des poutis dans les décorations, c'était quelque chose qui lui plaisait manifestement. Donc je vous disais, normalement, les appartements du roi, ils étaient ici, alors là, ils étaient plutôt là, la chambre du roi, et on les a transférés, on a transféré les décors ici, dans l'aile Lescaut. Donc l'aile Lescaut, l'aile Lescaut c'est ceci, ça on parle de l'aile Sully. Mais on les a transposés ici, devant la colonnade. Alors maintenant, on va parler de la colonnade du Louvre. Je vous disais donc que on va enfin négocier pour pouvoir racheter ce qu'il faut comme terrain pour construire, pour faire ce grand quadrilatère, mais vous voyez qu'au milieu, il reste encore un couvent qu'on n'a pas pu déloger. Donc on demande à Louis le Vau de continuer le quadrilatère en reprenant l'allure générale de justement l'aile Lescaut qu'avait continué déjà le Mercier. Et il va s'exécuter, mais vous voyez les travaux ne seront jamais achevés parce qu'en 1780 le roi va à Versailles et il n'y a plus d'argent pour continuer les travaux au Louvre. Alors tant que je suis sur cette vue, je reparle un peu de la galerie. La galerie qui était simplement une galerie de passage pour se rendre à couvert du Louvre aux Tuileries, eh bien on va la développer, on va l'aménager et on va en faire une suite d'ateliers qu'on va attribuer aux artistes de la Guilde de Saint-Luc ou de l'Académie de peinture ou de sculpture. Et on va ici avoir des ateliers qui vont réaliser donc des œuvres d'art, des ateliers d'art. Par exemple, au siècle suivant, Chardin logera dans cette galerie, aura ses appartements dans cette galerie. Donc le roi se retire, ne va plus venir au Louvre, mais le Louvre continuera à être habité, on va dire d'une certaine manière il est loué, soit par des grands seigneurs, soit ici par des artistes prestigieux. Les bâtiments, bien sûr, ne sont pas abandonnés. Donc, je vous rappelle ici qu'au départ, Pierre Lescaut avait fait ceci, et l'aile qui est en retour. Ensuite, Jacques Le Mercier avait complété en continuant de manière symétrique l'aile
et en créant au milieu ce pavillon de l'horloge. Donc Le Vau dit, logiquement, on va continuer à développer ça. On va reprendre ce modèle en changeant un peu peut-être les sculptures, mais en gardant l'aspect général pour avoir quelque chose de cohérent et d'harmonieux à l'intérieur de la cour. Alors Louis le Vau était un architecte, un très grand architecte, que le roi utilisait beaucoup à Versailles, mais qui avait un ennemi, Colbert. Colbert trouvait que Louis le Vau prenait des airs de grand seigneur, le traitait de haut, et puis il avait l'oreille du roi, ce qui bien sûr lui déplaisait grandement. Donc il va essayer de mettre des bâtons dans les roues à Le Vau, non pas tant pour la création, le doublement de la continuation de la cour carrée, parce que ça, c'était quelque chose qu'il fallait faire, mais pour la façade de prestige qu'on voulait mettre à la sortie, à l'extérieur. Et là, il va trouver que les plans de Le Vau ne sont pas satisfaisants, il va s'en plaindre au roi, il va dire oui, il faudrait faire quelque chose, il voudra organiser un concours, et il va demander à d'autres architectes, un concours, c'est pas vraiment un concours, mais il va demander des conseils à d'autres architectes, des suggestions à d'autres architectes, et il va y avoir une dizaine de projets différents qu'on va lui soumettre. Alors voilà, là j'ai choisi des projets, vous voyez, qui se rapprochent beaucoup de ce qu'on a vu précédemment, c'est pour ça que je vous avais mis la vue précédente, et il y a des gens qui disaient, voilà, la façade extérieure, voilà ce que je vous propose. Alors ça, c'est Le Mercier, justement, qui le propose, et puis là, c'est Marot. Alors Marot, ce n'est pas un architecte, c'est un dessinateur et un graveur. Mais quand il s'agit de dessiner une façade, point besoin d'être architecte, hein. Tout le monde peut imaginer quelque chose avec plus ou moins de fantaisie, et puis ensuite, est-ce que c'est réalisable par des maçons? Ça, c'est une autre histoire, bien sûr. Et donc, on fait ces projets qui sont, ma foi, assez proches, finalement, de ceux qui existent, et qui existaient, et qui ne soulèvent pas beaucoup d'enthousiastes. Donc, Colbert dit, vraiment, on ne sait pas quoi faire, on trouve personne. On ferait peut-être bien d'appeler à la rescousse de grands architectes étrangers. Pourquoi pas aller chercher Le Bernin, le grand architecte qui a créé la colonnade de Saint-Pierre de Rome, qui fait l'admiration de toute l'Europe, eh bien on va demander à Bernin de donner son avis, et même pourquoi pas, de venir à Paris, qu'il vienne voir ce qu'on fait en France, et qu'il nous propose quelque chose pour compléter le Louvre. Alors c'est un projet, bien sûr, très important. Et le Bernin, qui est âgé à ce moment-là, vous voyez, il a près de 60 ans, ça ne l'enchante pas de venir, il mourra à 80 ans, mais donc en 1665, il a un peu plus de 60 ans, ça ne l'enthousiasme pas de venir à Paris, mais comme on lui fait véritablement un pont d'or et qu'on lui promet de le traiter comme un prince de sang, il finit par accepter. Parce que bien sûr, ça flatte son orgueil. Alors quand il arrive, on va lui demander aussi de réaliser un buste du roi et aussi une statue équestre. On va profiter de sa présence et il va réaliser cette statue. Et ça se passera pas très bien parce que le marbre qu'on lui confie, on lui donne le choix entre 2 blocs de marbre qui ne sont pas de très grande qualité. C'est un très beau marbre, mais il est friable. Donc ce n'est pas idéal pour faire une sculpture, parce que le moindre coup de ciseau un peu trop vif en fait sauter un morceau trop important de pierre. Néanmoins, il a fait ses dessins préparatoires et il exécute cette sculpture, qui ne rencontrera pas un grand succès parce que il ne cherche pas à reproduire fidèlement les traits du roi. Il a pris quelques esquisses et puis ensuite, quand il est face à son bloc de marbre, il laisse parler son imagination. Donc il veut tout faire dans la grandeur, dans la grandiloquence typiquement romaine. Et donc les contemporains trouvent que le portrait du roi n'est pas très ressemblant, et en plus au début il avait le nez un peu de travers. Alors Louis XIV a demandé naïvement s'il avait le nez de travers comme cela, parce que quand il se voyait dans son miroir, il ne s'en apercevait pas. Et bien sûr c'était une maladresse du sculpteur qui l'a rattrapé tant bien que mal, mais tout ça,
ça ne plaidait pas trop pour le Bernin. Et le Bernin qui s'y acclimatait très mal à la France et qui critiquait tout ce qu'il voyait. On lui faisait voir donc les autres réalisations architecturales ou les sculptures qu'on avait pu faire, et il critiquait tout. Rien ne trouvait grâce à ses yeux. Comme il y avait aussi un fort chauvinisme en France, comme toujours, on n'appréciait pas trop ces critiques qu'on trouvait malvenues. Et pour la statue équestre qu'on lui a commandée, alors c'est encore pire. Parce que cette statue, il n'a pas pu l'achever lors de son passage, qui a duré 3 mois, et 3 mois d'une ambassade très riche, magnifique. Donc, il est parti avec ses esquisses, et comme il était quand même assez âgé, il a fait réaliser la statue par les pensionnaires de l'Académie de France à Rome. Je vous parlerai de l'Académie de France à Rome dans la prochaine conférence, mais on l'avait déjà créé. On envoyait les artistes français, les meilleurs artistes, se perfectionner au contact des réalisations antiques qu'on pouvait trouver à Rome. Et donc c'était la fameuse Académie de France de Rome qui existe toujours. Et donc ce sont les sculpteurs de l'Académie qui ont réalisé ceci, ces sculpteurs qui vont réaliser par la suite des dizaines et des dizaines de statues qu'on peut voir toujours aujourd'hui dans le parc de Versailles. Et donc on a fait ceci sous les directives du Bernin qui a surveillé la réalisation de près. Et la statue a été renvoyée en France en 1684 après la mort du Bernin. Alors, il a voulu représenter un cheval cabré. Parce que représenter un cheval cabré, c'est un tour de force, c'est quelque chose de qu'on considérait comme quasi impossible. Léonard de Vinci avait voulu le faire et y avait renoncé, parce que bien sûr le poids de la pierre dans le porte-à-faux est tel que la pierre s'écroule sous son propre poids. Donc c'est très difficile de représenter ça. Donc l'astuce ici, on met des flammes là sous le ventre du cheval, histoire de supporter tout le poids. Mais malgré tout, c'est vrai que cette sculpture est très audacieuse pour cela, mais cela s'obtient au détriment du réalisme, parce qu'un cheval avec un dos aussi long et aussi incurvé, on n'en a jamais vu. Et donc Louis XIV, qui était un grand cavalier, alors là, ça c'est quelque chose, c'est pas une flatterie de courtisan. Même la reine Christine de Suède, qui était de passage, a admiré la façon dont il se déplaçait à cheval. Alors pour un homme de cheval, présenter un cheval comme ça, bien sûr, ça ne peut pas plaire, ce n'est pas possible. Et puis même le roi ici et là, c'est cette pose tarabiscotée, un peu efféminée, n'est pas du tout guerrière, ne pouvait pas plaire au roi. Alors le roi, quand il a vu la statue qu'on avait installée au fond de l'orangerie, il a dit bon, ok, d'accord, il a acquiescé. Il n'a pas manifesté ni d'enthousiasme ni de mécontentement, mais il a laissé la statue là pendant quelque temps, et puis après il a demandé qu'on l'installe au fond de la pièce des Suisses, donc carrément au bout du parc, dans un endroit où personne ne va. Donc effectivement, lui aussi, il était très déçu par cette statue équestre, et les courtisans ne se cachaient qu'à moitié pour en dire tout le mal qu'ils en pensaient. Donc, pour ces deux œuvres, on peut dire, et surtout pour celle-là, le Bernin est un échec. L'esprit baroque ne prend pas en France sous Louis XIV. Alors maintenant, il n'était pas là pour ça, il était là pour proposer une nouvelle façade, de terminer différemment le Louvre. Et même le roi a dit, si vous voulez, on peut refaire toute la cour carrée. Mais il a quand même précisé qu'il était très attaché aux œuvres qu'avaient créées ses aïeux, et que ça lui ferait beaucoup de peine de devoir se résoudre à détruire ce qu'avaient fait son père et son grand-père, Louis XIII et Louis XIV. Vous savez que c'est très vrai, puisque vous savez certainement que le château de Versailles est bâti tout autour du noyau du pavillon de chasse de Louis XIII, et qu'il a toujours voulu conserver ce pavillon de chasse de Louis XIII dans le château, qui ensuite a pris des proportions évidemment gigantesques par rapport
au pavillon de chasse initial. Mais il l'a fait à Versailles et il voulait le faire aussi au Louvre. Il ne voulait pas détruire les œuvres de ses prédécesseurs. Alors le premier projet de Bernin, c'est celui-là. On croirait, c'est un décor de théâtre. Alors, vous voyez, c'est très incurvé. Au milieu, il y a une espèce de tour. Il y a des statues partout, comme sur la colonnade de Saint-Pierre de Rome. Bon, ce projet a été accueilli avec beaucoup de froideur et on lui a demandé de proposer quand même autre chose. Alors il a dit, bon, d'accord, ma petite tour centrale, ça vous plaît pas. Je vous propose à la place un édifice incurvé. Donc vous voyez, les deux modèles sont quand même assez proches. Alors là, on a continué à lui faire comprendre que c'était pas trop ce qu'on voulait. Et il continuait, lui, à critiquer tout ce que faisaient les Français, à dire que les Français ne savaient pas travailler, à dire que... Et puis, quand on lui demandait des détails de ses plans, on lui disait, bon, la façade, c'est joli, mais vos plans, vous organisez comment l'espace à l'intérieur? Parce qu'à l'intérieur, bien sûr, il faut que l'espace soit bien organisé. Il y a, à cette époque-là, on va avoir tous les flux de passage des domestiques qui doivent transporter des meubles, des tables, et qui ne doivent pas croiser le roi et ses courtisans. Donc il faut quand même prévoir tous ces flux-là. Et puis il faut des cabinets de toilettes, il faut des salles de bain, parce qu'il y a déjà des cabines de bain. On en a vu le mois dernier, par exemple, à l'hôtel de Beauvais. Donc, Colbert, quand il voyait les plans, lui disait « Oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez prévu pour les commodités? Et où est-ce que vous mettez les toilettes ?» Les toilettes, alors là, le Bernin, il était outré. Jamais personne ne l'avait fait rentrer dans de tels détails. Parce que lui, il faisait des beaux plans, comme ça, des beaux dessins. Et puis derrière, il avait une équipe d'architectes et de maçons qui réalisaient et qui s'arrangeaient de conserver le beau dessin, mais à l'intérieur, de faire en sorte que ce soit fonctionnel. Et là, en France, il dit, ah ben non, un architecte, il donne des plans qui permettent aux entrepreneurs de réaliser les travaux. Alors ça lui plaisait pas trop, il n'avait pas l'habitude de descendre à ce niveau de détail, et puis il disait, mais c'est parce que vos maçons ne sont pas capables. Alors, il y avait des dissensions, des coteries, et donc, à un moment, on a dit, écoutez, on va voir un peu si nos maçons sont capables de faire ce que vous demandez. Et donc, il avait fait venir des ouvriers d'Italie, et on a fait un concours entre des maçons français et des maçons italiens. On leur a demandé à chacun de construire un mur, tout simplement un mur, pour qu'on voit un peu les techniques de construction et pour voir comment il allait passer l'hiver. Parce que les hivers à cette époque étaient rigoureux. Donc on va voir, quand il fait moins 10, moins 15 degrés pendant un mois, comment ça se comporte. Bon, moins 10, moins 15 degrés, bien sûr, on n'avait pas encore trouvé l'échelle Réaumur, mais bon, quand il fait très froid, comment ça se comporte? Alors on avait monté les deux murs, les Italiens étaient très sûrs d'eux, très fiers d'eux, et puis aux premières gelées, le mur italien a commencé à se délabrer, et au bout d'un mois, il s'est écroulé. Alors, ce qui, bien sûr, remplissait d'aise tous les Français et tout l'esprit typiquement chauvin de nos compatriotes. Alors, de guerre lasse, le Bernin, qui commençait à trouver le temps long, qui voulait rentrer en Italie, eh bien, il a proposé quelque chose de beaucoup plus simple. Il a proposé ce plan-là. Alors, vous voyez qu'il continue à utiliser ce qu'on appelle l'ordre colossal. Hein, là aussi, on le voit un peu moins, mais on va s'arrêter là. Vous voyez, c'est des colonnes qui montent sur 2 étages. Ça, c'est quelque chose qu'a trouvé, et qui parfois partent du rez-de-chaussée, mais qui monte sur 2 étages. C'est une trouvaille de Michel-Ange, c'est ce qu'on trouve sur Saint-Pierre de Rome. Et toujours, bien sûr, force statue sur des toits en terrasse. Alors, les toits en terrasse, on a dit, vous avez vu, vos maçons, là, ils ont des problèmes. Nous, des toits en terrasse, avec la rigueur de nos hivers, on ne sait pas faire. Il y a toujours des infiltrations au bout de quelques temps. Donc ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on voit que qu'il faudra très longtemps pour faire des toits terrasses à Paris, puisqu'encore, vous vous souvenez, on a parlé plusieurs fois, on a fait plusieurs conférences sur Le Corbusier. Le Corbusier, en 1920 ou 1930 ou 1940, quand il prévoit des maisons avec des toits terrasses, il a des problèmes ensuite avec les propriétaires, avec les commanditaires, parce qu'il y a des fuites. Hein. Il faudra attendre donc le milieu
du XXe siècle pour avoir dans nos régions des toits-terrasses suffisamment solides et étanches et pour pouvoir passer les hivers. Hein. Donc on n'était pas capable d'en faire à cette époque-là. Donc finalement, on lui dit oui, on va construire ça, c'est très bien. On le comble toujours d'honneur, on lui fait des cadeaux princiers et on le renvoie en Italie. Et dès qu'il est parti, on dit bon, ben maintenant on va passer aux choses sérieuses. Ça c'est bien joli. Mais Colbert dit oui. Alors Colbert est toujours impliqué parce que Colbert était principal ministre de Louis XIV, mais c'était aussi le surintendant des bâtiments, c'est-à-dire il était le ministre des travaux publics. On ne pouvait pas construire un grand bâtiment sans avoir l'aval du cabinet ministériel de Colbert. Alors dans son cabinet ministériel, il avait plusieurs bras droits, bien sûr, et en particulier, il avait un certain Claude Perrault. Alors Claude Perrault, c'est le frère de Charles Perrault, l'auteur des Contes de Perrault. Mais lui, il n'était pas écrivain, il était médecin. Alors, il était médecin, en fait, c'était un humaniste, féru de sciences et de latin, et qui s'intéressait à l'architecture, et qui avait traduit les livres de l'architecture de Vitruve. C'est le seul traité d'architecture qui nous soit parvenu de l'Antiquité. Vitruve est un architecte du IIe siècle qui nous a laissé un traité d'architecture, en latin, bien sûr, et Perrault l'a traduit. Alors, je regarde. Oui, tiens. J'en ai une édition facsimilée. Là, voilà. Alors, il a traduit, bien sûr, tout le texte et aussi, il a fait faire des illustrations. Donc, c'était un érudit féru d'architecture, mais pas vraiment architecte lui-même. Néanmoins, il a dessiné cette colonnade, inspirée, on le voit un peu, de celle du Bernin, mais avec plus de sobriété et plus de rythme aussi, donc dans la façade. Alors, il y avait bien sûr d'autres architectes autour de Colbert et en France, hein, puisqu'on venait de créer l'architecture, l'Académie d'architecture. Et donc ça faisait pas mal de jaloux qui disaient et bien il faut que voilà la vue actuelle de la colonnade du Louvre, il faut que l'architecture soit bien malade pour qu'on soit obligé d'appeler à son chevet un médecin. Donc malgré ces critiques, on a approuvé les plans de Perrault. Et bien sûr, il était entouré dans le cabinet ministériel d'autres architectes. On s'est appuyé sur l'agence d'architectes de Levaux, et qui avait dans son agence un très grand architecte réalisateur, Jean Dorbet. Et le chantier a pu démarrer, et c'était un chantier bien sûr difficile, puisque c'était de grande ampleur, et pour amener les blocs de pierre ici jusqu'au sommet, c'était une tâche compliquée, et pour cela, des ingénieurs français ont inventé différentes machines de levage très ingénieuses, comme celle-ci, ces rampes inclinées, et ici, ces grues, et là aussi, il y a eu des inventions technologiques, paraît-il, très importantes, je n'ai pas regardé le détail, pour les grues de levage, et la réalisation a pu se faire, vous le voyez, très rapidement, en moins de 4 ans. Alors, cette colonnade du Louvre, donc vous appréciez ici son principe, hein, les fenêtres au rez-de-chaussée, ici une galerie, avec des colonnes jumelées qui rythment toute cette façade. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par l'histoire du Louvre, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, avant d'attaquer l'urbanisme. D'habitude on commence par l'urbanisme, c'est parce que cette colonnade du Louvre que l'on doit finalement à un amateur éclairé, mais malgré tout pas un homme de l'art, eh bien elle va marquer très fortement toute l'architecture française qui va suivre. Alors ça va se faire de deux manières. Ça va se faire aussi
par l'intermédiaire du grand architecte de l'époque, Jules Hardouin-Mansart, qui va puiser dans ce modèle beaucoup de son inspiration. Alors vous voyez, il y a un attique ici, avec des balustrades, mais il n'y a pas une terrasse derrière. Derrière, ce qu'on avait prévu, c'est un toit plat, hein, parce que c'est beaucoup plus approprié pour nos régions. Et si vous regardez maintenant, si on compare ici, grâce à ces dessins, le principe de la colonnade avec ce qu'était l'agencement de Pierre Lescot à la Renaissance, on voit bien la différence entre le style de la Renaissance, très antiquisant, mais très chargé, par rapport au style beaucoup plus sobre, beaucoup plus élégant, qui va être le style du classicisme français. Donc là, alors vous voyez déjà l'idée des deux colonnes, elle existait là, mais elle a été bien mieux mise en valeur. Ici, vous voyez que ce motif là aussi, on le retrouve. Les arcatures plein cintre existaient déjà, mais on s'est contenté de garder les fenêtres et de ne pas les souligner par des arcs de décharge. Hein. Donc vous voyez beaucoup moins de décors dans les frises, par exemple, qui disparaissent, qui restent neutres. Plus de sculptures non plus pour charger les frontons. Donc une sobriété très classique et plus proche de l'esprit cartésien qui domine, bien sûr, en France par rapport à l'esprit très baroque de l'Italie. Donc maintenant, on va aborder l'urbanisme et on va commencer par une petite révision depuis l'an 1000 avec ce schéma, toujours le boulevard périphérique que j'ai figuré ici, et puis le cours de la Seine et en vert plus clair, les zones marécageuses. Ici, nous avons un bras mort à l'époque de Hugues Capet, hein, et bien sûr, comme je l'avais déjà indiqué, l'hiver, quand il y a des crues, eh bien, toute cette zone est recouverte d'eau. Donc voilà le Paris de l'époque, avec les murailles qui ont totalement disparu. Et voici la première muraille dont on a gardé la trace, dont il reste des vestiges. C'est l'enceinte de Philippe Auguste, vers 1220. Vous avez ici le Paris médiéval. Sous Charles V, à l'époque de la guerre de Cent Ans, Paris s'agrandit au nord, tandis qu'on reste dans les mêmes remparts au sud. Et sous Henri III, à la Renaissance, il va y avoir les fossés jaunes avec leur boulevard sur lequel on installe les pièces d'artillerie. Hein, le boulevard, c'est le sommet du rempart et sur lequel on dépose les boulets et on fait rouler les canons. Et vous voyez que maintenant, au sud, du côté du quartier latin, la ville se développe et outrepasse les remparts. Sous Louis XIII, le développement se poursuit encore plus. Vous vous souvenez, on a parlé du cours La Reine, sur lequel les carrosses peuvent se promener. Et sous Louis XIV, eh bien, on continue à développer la promenade du cours La Reine. C'est ce qu'on avait vu sur les gravures de 1735 que j'avais pris pour illustrer mes propos sur l'attelage. Hein. Donc on a ici une promenade qui s'étend, toujours dans une zone non construite. Et en face, de l'autre côté de la Seine, on va avoir l'hôtel des Invalides, avec là aussi des avenues que l'on perce pour avoir un tracé plus régulier, plus propre au développement de la ville. Et la grande innovation de l'époque de Louis XIV, c'est qu'on supprime les fortifications, on abat les fortifications, et on crée à la place de grandes et larges avenues, qu'on appellera les boulevards, puisqu'elles sont à l'emplacement des anciens remparts, des anciens boulevards sur lesquels on mettait les pièces d'artillerie. Et donc ça, ce sont les grands boulevards de Paris, qui existent toujours. Donc vous voyez le développement du Louvre, vous voyez ici la Salpêtrière, donc je ne vous présenterai pas de photos de l'église de la Salpêtrière, parce que c'était
bon, j'ai jugé qu'on pouvait s'en passer. Et vous voyez ici quelques aménagements, quand on le peut, des tracés des rues. Vous voyez ici la place Vendôme et là, la place des Victoires, dont on va parler. Mais oui, vous voyez aussi, ici, le bras mort, on en a fait un égout. D'abord, c'est une... les maraîchers vont puiser de l'eau là-dedans et en même temps, on rejette tous les détritus. Donc, c'est vraiment un égout. Vous avez ici la Bièvre. Et la Bièvre, là aussi, tout ça, ce sont des terres maraîchères, mais les maraîchers, il y a aussi des tanneurs, il y a aussi d'autres petites industries, et là encore, ça devient un égout à ciel ouvert, surtout ici, dans cette partie. Hein, à partir des fossés Saint-Marcel, ça devient un véritable cloaque. Hein, il va bientôt falloir penser à couvrir ces égouts. Donc voici sur cette carte les grands boulevards que j'ai figurés que j'ai coloriés en vert. On le voit pas trop bien là, mais on va le voir mieux tout à l'heure. C'est planté d'arbres et c'est un lieu de promenade, mais c'est surtout un moyen de contourner Paris, parce que déjà dans Paris, il y a des encombrements, des embouteillages. Pourtant, il n'y a pas de voiture à l'époque. Il y a quelques voitures publiques, mais très peu. C'est un système qui marche très mal parce que les rues sont très encombrées, très sales. Paris continue à avoir un développement anarchique, mais on va créer ces deux grandes places ici, et ici aussi plusieurs portes prestigieuses, puisqu'on a abattu les remparts, mais on a gardé des barrières d'octroi qui permettent de percevoir des taxes sur toutes les marchandises qui entrent dans Paris, la nourriture et les marchandises. Et donc c'est une source de revenus très importante pour Paris et pour le roi. Donc voilà, ici en gros plan, vous voyez les grands boulevards, vous apercevez les rangées d'arbres. Vous voyez aussi le fameux canal qui est un égout et qui sert, vous voyez aussi, à irriguer tous ces jardins. À la fois à irriguer et de servir de décharge publique, c'est assez malsain. Hein. Et là, vous apercevez les deux portes monumentales, la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin. Il y avait plusieurs portes ainsi, je crois qu'il y en avait 5, et il nous reste ces deux-là, qui sont très proches l'une de l'autre, sur lesquelles on avait bâti de magnifiques arcs de triomphe. Arc de triomphe guerrier de Louis XIV. Donc voici la porte Saint-Denis qu'on doit à François Blondel. Alors, François Blondel est un grand architecte et un grand théoricien de l'architecture, et c'est le premier directeur de l'Académie royale d'architecture. Donc cette porte Saint-Denis, elle fait 25 mètres de large et 25 mètres de haut. Ça s'inscrit dans un carré parfait. Tout ça puisqu'on a affaire à un théoricien de l'architecture. Quand il construit quelque chose, il y a beaucoup de rapports géométriques savants à l'intérieur de ces constructions. C'est inspiré des arcs de triomphe antiques, cela va sans dire. Et vous voyez d'ailleurs que la référence à l'Antiquité est très forte, puisqu'on retrouve la dédicace à Louis le Grand sous la forme Ludovico Magno, sous une forme latine. Et vous voyez qu'il y a de magnifiques sculptures sur cet arc de triomphe. Au centre, le passage du Rhin, qui a eu lieu en 1672, et donc la sculpture aussi contemporaine, donc ça s'est fait très vite. Et ce qui est frappant, c'est de constater que Louis XIV et ses soldats portent des armures romaines. Hein, ils sont habillés à l'antique. De l'autre côté, vous avez même des guerriers à demi nus. Donc, on est dans une représentation. On veut représenter un fait d'armes contemporain, mais en habillant les soldats comme on les habillait 1600 ans plus tôt, ou même
1700 ans plus tôt. Donc c'est un peu anachronique, mais c'est quelque chose qui nous fait sourire. Blondel, déjà, qui était un moderne, s'était levé contre ça. Il aurait aimé que le roi et les soldats soient habillés de manière contemporaine. Mais vous savez aussi que c'est l'époque, au XVIIe siècle, de l'interminable querelle des anciens et des modernes. Il y avait ceux qui ne juraient que par les anciens, qui disaient que jamais on arriverait à dépasser l'Antiquité dans tous les domaines. La littérature, les arts, la musique, ben là on n'avait aucun moyen de le prouver, mais c'était à tel point que on n'imaginait pas pouvoir dépasser le génie des Romains. Et alors pour les mœurs, on leur attribuait des mœurs irréprochables. Le seul défaut des Romains, c'est qu'ils n'étaient pas chrétiens. Mais ils le sont devenus par la suite, donc ils se sont un peu rattrapés. Mais à l'époque des premiers siècles, évidemment, l'âge d'or romain, ce sont des païens. C'est vraiment le seul petit reproche qu'on peut leur faire aux yeux des tenants, des admirateurs de l'Antiquité. Vous remarquez aussi les deux renommées, elles ont chacune leur trompette, et au milieu, la peau de lion qui renvoie à Hercule, parce que le roi Soleil est aussi un nouvel Hercule. Donc de très belles sculptures de Michel Anguier, et de très très belles sculptures aussi latérales, qui représentent des trophées. Donc le dessin de ces trophées est attribué à Charles Lebrun. Vous remarquez encore la peau de lion, ici, qui renvoie tout de suite à Hercule et à sa peau de lion. Et les trophées d'armes, ce sont des armes non pas contemporaines, mais de l'époque antique. Et cette fascination de l'Antiquité durera jusqu'à la Révolution française. Les révolutionnaires français prétendaient retrouver la vertu des personnages antiques, de la République antique. Et en bas, vous avez donc la personnification des Provinces-Unies, puisque c'est pour fêter la victoire sur la Hollande. Pardon. Et voilà l'autre trophée, tout aussi beau, que je vous laisse admirer. Donc ça, c'est la porte Saint-Denis, on peut s'y rendre assez facilement, et c'est bien d'avoir avec soi, comme toujours quand on se promène dans Paris, une petite paire de jumelles pour observer ces détails de sculpture absolument remarquables. Vous voyez encore la peau de lion, hein, c'est très proche, mais c'est une variation, c'est différent. Et en bas, le fleuve qui représente forcément le Rhin, et puisque Louis XIV a vaincu non seulement la Hollande, mais il a vaincu aussi le Rhin, ce fleuve tumultueux, puisqu'il a réussi à la faire passer à ses troupes au début de ses campagnes. Donc voilà ici une très belle image d'un fleuve, hein, du fleuve du Rhin, avec ici un chien, hein, donc bon. Je ne me suis pas renseigné suffisamment pour vous dire ce que symbolise ce chien. Voici la porte Saint-Martin, située à quelques centaines de mètres de la porte Saint-Denis. Là encore, d'après Blondel, mais elle a été réalisée par Bullet, un de ses élèves. Donc l'inscription que vous ne pouvez pas lire ici, mais qu'on peut lire quand on est sur place, c'est une dédicace en latin à Louis le Grand, qui prit 2 fois Besançon et la région des Séquanes et bâtit les armées des Germains, des Espagnols et des Bataves. Vous voyez, on est en pleine Antiquité, hein, on est à l'époque de Jules César, on n'est plus à celle de Louis XIV. Le préfet des marchands, alors le prévôt des marchands, on a fait le préfet, praefectus, hein, en latin, et l'échevin de Paris en 1674. Pardon. Donc voilà l'inscription dont j'ai la traduction, là. Et on va voir d'un peu plus près la perfection géométrique, toujours un carré de 25 sur 25, la perfection géométrique de ce véritable exercice de style. Vous voyez
ici que ça s'inscrit bien sûr dans un carré et qu'on découpe ensuite en 9 carrés égaux. Vous voyez aussi que l'ouverture latérale a exactement les mêmes proportions que l'ouverture centrale. Alors vous voyez que ici on a une affaire à une œuvre d'architecte, mais très différent de l'esprit du Bernin. Là on a un architecte qui est plus ingénieur, si l'on peut dire, et pour qui toute la beauté va résider dans des calculs mathématiques et des prouesses géométriques. Alors, ceci est contrebalancé, bien sûr, par les superbes sculptures qu'on doit à Étienne le Hongre, avec Louis XIV. Alors, ce coup-ci, pour l'assimiler à Hercule, c'est évident, il a la massue, il a la peau de lion, et il est tout nu comme un héros antique, et on reconnaît bien le visage de Louis XIV. Et là, vous avez une victoire, elle n'a pas de trompette, qui lui dépose la couronne de laurier, et les palmes du vainqueur, pendant que de ses pieds, il écrase ses ennemis, les rois bataves ou germains, hein, n'est-ce pas? Voilà de l'autre côté ce qu'on doit à Martin Desjardins, un sculpteur qu'on va revoir juste un peu plus tard. Alors ce coup-ci, il y a la trompette, c'est la renommée. Et vous avez la ville, ça représente la prise de Besançon, donc on peut imaginer que c'est la ville de Besançon qui est personnifiée ici. On voit bien aussi Dole, parce qu'il y a eu le siège de Besançon et le siège de Dole, je sais plus, je crois que c'est d'abord Besançon puis Dole à cette époque, et c'est la conquête de la Franche-Comté. On l'a rendue une première fois, puis ensuite on l'a annexée à la guerre suivante, et là vous voyez Louis XIV, habillé à la romaine, et on reconnaît parfaitement les traits de Louis XIV. On a l'impression de voir le masque de cire qu'on a fait de lui quand il avait 50 ans, et qu'on voit de temps en temps à Versailles, hein, dans certaines expositions, on nous le ressort. Il est très fragile, c'est un masque de cire qui a été fait vraiment sur le visage de Louis XIV. Et là, on connaît très bien ses traits. Donc voilà ici la prise de Besançon. Et depuis ces deux arcs de triomphe, donc il y en avait d'autres, hein, mais ils ont disparu, nous pouvons nous conduire par cette avenue qui a été alignée, rectifiée un peu à l'époque, jusqu'à la place des Victoires. Donc la place des Victoires qui célèbre encore les victoires donc, de la guerre suivante. Là, ici, on est en 1685-86, après la paix de Nimègue, hein, donc là, les victoires définitives sur la Hollande. Et cette place des victoires, donc de forme circulaire, on la doit à Jules Hardouin-Mansart, premier architecte du roi en 1678, qui deviendra ensuite surintendant des bâtiments du roi. Et donc, elle s'inscrit dans un cercle, il y a 6 accès, et vous voyez qu'elle n'est pas très éloignée de la place Vendôme, qu'on va étudier un peu après. Mais là, on va d'abord s'arrêter place des Victoires. Vous vous souvenez qu'on a parlé, il y a 2 mois, de l'église Notre-Dame des Victoires. Alors l'église Notre-Dame des Victoires, construite par Louis XIII après sa victoire contre les Anglais et les protestants à La Rochelle, elle est ici, voyez, et la place des Victoires est juste à côté. Et elle est faite beaucoup plus tard, mais on a terminé l'église Notre-Dame des Victoires lorsqu'on a construit la place des Victoires. Alors c'est Jules Hardouin-Mansart qui a réalisé cette place, donc de forme circulaire, qui s'inspire d'une certaine manière justement de la colonnade du Louvre. La colonnade du Louvre, on avait des soubassements avec des bossages. Ici, on a des arcades avec des refends. Hein, vous voyez, on souligne, ce sont ces bossages peu profonds, peu proéminents plutôt. Et toutes les façades sont identiques. Alors vous retrouvez l'ordre colossal à travers ces pilastres qui mettent 2 étages,
et bien sûr au-dessus, les fenêtres des mansardes. Hein. François Mansart, il faut bien qu'il justifie son nom. Donc, autre vue, il nous permettra de nous rapprocher un peu plus. Donc, on voit bien ici le côté incurvé. Donc, on a commencé par créer ces façades. Et ensuite, on a demandé aux particuliers d'acheter des parcelles et de construire leur propre hôtel. Alors, vous voyez, au rez-de-chaussée, les embrasures en plein cintre. Et vous apercevez ici les entresols. Donc, il y a un demi-étage ici. Et d'après la taille des personnages, vous voyez qu'il y a une hauteur de plafond tout à fait correcte. Simplement, la lumière arrive au ras de l'étage. Et au-dessus, les grands appartements du premier étage, très prestigieux, un peu plus bas de plafond au second étage, mais encore assez haut, et les mansardes qui constituent d'autres pièces tout à fait habitables par la domesticité. Donc, sur cette place, elle a été remaniée, bien sûr, au cours des ans, il y avait une statue de Louis XIV en train d'être couronnée par la victoire, et là, il avait les habits de sac, les habits de cour, et à ses pieds, les captifs. Donc, cette statue de Louis XIV a été détruite, comme il se doit, à la Révolution française. C'était une œuvre de Martin Desjardins, et on a conservé néanmoins ces captifs, c'est-à-dire qui étaient au bas de la statue, autour du socle, qui sont exposés aujourd'hui au musée du Louvre. Alors, vous voyez, Martin Desjardins, il s'appelle Martin van den Bockaert, puisqu'il est d'origine flamande, et Louis XIV l'a ramené à la suite de ses conquêtes, de ses guerres contre la Hollande. Il y a quelques artistes comme ça qui ont regagné la France après cette époque, et même d'ailleurs des ingénieurs, puisque la machine de Marly a été faite par un ingénieur belge. Enfin, la Belgique n'existait pas à l'époque, on va dire wallon ou flamand, je crois, néanmoins, puisque les Flamands savaient déjà faire des moulins pour pomper l'eau. Donc ici, vous voyez ce travail très proche, très beau, très proche de l'antique. Ces statues, on pourrait s'imaginer que ce sont des originaux antiques. Et voilà les plaques qui étaient donc tout autour du socle, plaques de bronze, toujours de Martin Desjardins. Et là, vous voyez, les personnages portent des costumes contemporains. Donc la préséance de la France reconnue par l'Espagne, bon, c'est à ça que servent les guerres, à asseoir la domination sur toute l'Europe de la France, la libre circulation de ces vaisseaux sur les mers, ça aussi c'est très important, et les avantages et les privilèges commerciaux. Autre exemple, la conquête de la Franche-Comté. Vous voyez, on retrouve les mêmes thèmes que sur les portes qui sont les arcs de triomphe des portes qui sont juste à côté. Et là, vous voyez encore, les costumes sont des costumes contemporains. Tandis que là, pour la paix de Nimègue, tout d'un coup, la paix de Nimègue, signée en 1678, hein, et vous voyez qu'on a recours au costume à l'antique. Donc ça montre un peu toute cette époque encore écrasée par la grandeur de la civilisation antique. Hein. C'est quelque chose qui ne disparaîtra au fond qu'au XXe siècle. Ce sentiment d'être dominé par la puissance de l'Antiquité. Et encore, quand on s'intéresse un peu plus à l'Antiquité, on est toujours admiratif par ce que les Grecs et les Romains ont su réaliser. Ne parlons même pas des Égyptiens. Et donc là, le passage du Rhin, de nouveau, on a des costumes contemporains. Et c'est à rapprocher, vous voyez ici, c'est à rapprocher de ce tableau de Van der Meulen, encore quelqu'un, un artiste qu'on a ramené de ces guerres de Hollande. Alors le passage du Rhin, vous le voyez, on le met à toutes les sauces. J'avais prévu initialement de vous lire une partie du grand poème épique de Boileau consacré au passage du Rhin,
mais je pense que je déborderai trop, donc je ne le ferai pas. Mais si vous avez l'occasion de lire ces pages de Boileau, c'est homérique, tout simplement. Et alors Van der Meulen, sa spécialité, c'est la représentation très réussie des chevaux. Vous l'avez ici, vous l'avez là. Et vous voyez, chaque fois, les chevaux sont très bien représentés. Et c'est quelque chose, bien sûr, de très difficile. Il faut être très observateur et très habile dessinateur pour y arriver à cette époque-là, où on ignore la photographie. Alors, les chevaux, justement, il y a maintenant une statue équestre de Louis XIV qui a remplacé celle détruite, qui a été refaite en 1828. C'est une statue en bronze d'un cheval cabré. Et vous voyez qu'il n'y a rien sur le ventre pour la soutenir. Eh bien, c'est parce que là, on est au 19e siècle. Les ingénieurs et les mathématiciens sont passés par là. On sait répartir les forces de telle manière que le poids va être plus équilibré. Ici, vous voyez, il y a 3 points d'appui. Et surtout, on va être capable de fabriquer un acier qui va renforcer les pièces de bronze et assurer leur rigidité, et éviter qu'elles ne s'effondrent sur leur propre poids. Donc c'est le miracle non plus de l'art, mais de l'art et de l'ingénierie. Voilà pourquoi on est capable de faire ces statues au XIXe siècle, alors qu'on ne savait pas les faire précédemment. Et vous voyez, la place des Victoires de nuit est encore plus belle. Je ne sais pas quand nous pourrons encore nous promener de nuit à Paris. Je dis ça parce que les photos que je vous ai montrées de 2 jours, je les ai faites la semaine dernière. Je n'étais pas content de celles qui avaient été faites il y a 10 ans. Donc je les ai refaites en me disant c'est peut-être la dernière fois qu'on va à Paris parce que j'avais peur qu'on soit confiné dès ce week-end. Mais bon, ça ne sera pas le cas. Donc, après la place des Victoires, nous nous rendons à la place Vendôme. Alors, c'est très intéressant de la faire là, sur ce plan du XVIIIe siècle. Vous voyez, nous passons devant le Palais Royal, que je réserve pour le XVIIIe siècle, parce qu'il a été refait au XVIIIe siècle, et nous arrivons à la place Vendôme, qui est une place carrée, c'est un quadrilatère, et vous voyez qu'on a rabattu les angles, avec ces façades-là très, très harmonieuses, qui lui donnent son allure générale. Vous remarquez aussi que c'est juste un décor de façade, et que derrière, à l'époque, il y avait les jardins des hôtels particuliers, mais vraiment on a un décor de façade. Bon, bien sûr, les choses ont un peu changé aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir l'esprit de ce monument. Alors, ça s'appelle la place Vendôme parce que ça a été construit à l'emplacement de l'hôtel du duc de Vendôme. Et ce duc de Vendôme, c'était le fils de Henri IV et de sa maîtresse Gabrielle d'Estrées. Donc, on le considérait comme une altesse royale presque. C'était donc il était très respecté et en plus, donc c'était un personnage qui avait une certaine célébrité. C'est pour ça que, bien qu'on ait voulu appeler cette place Louis le Grand, elle s'est toujours appelée place Vendôme, parce que c'est le nom que lui donnaient les Parisiens. On la doit aussi à Jules Hardouin-Mansart, qui a été secondé par un de ses élèves, Beaufranc, qui va créer de somptueux hôtels particuliers au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, trône au milieu de cette place la fameuse colonne Vendôme créée par Napoléon Ier pour célébrer ses victoires d'Austerlitz et créée sur le modèle de la colonne Trajane qui se trouve à Rome et qui est un des monuments antiques qui nous est parvenu. Donc sur le même modèle, on a fait la colonne Vendôme. Alors elle déséquilibre un peu l'harmonie recherchée par Mansart pour la création de cette place. Alors j'ai même tenté de faire un montage photographique pour vous montrer la différence quand on enlève cette grande colonne. Voilà un peu à quoi ça pourrait ressembler.
Mais je ne suis pas certain d'avoir trouvé... J'ai cherché à avoir la bonne proportion pour la statue équestre de Louis XIV, mais je ne vous le garantis pas totalement. Donc cette grande place, eh bien, on va lotir, on va créer toutes les façades, et puis on va ensuite vendre les parcelles de terrain, et les gens qui les achètent construisent l'hôtel qu'ils veulent. Donc ça va donner lieu à énormément de spéculation, et donc très vite, ça va devenir inabordable. Alors, bon, on a une interruption, un paquet à recevoir, j'espère, ou un voisin qui sonne, je ne sais pas. C'est Catherine qui va s'en occuper. Donc, je disais qu'il va y avoir énormément de spéculation, et bien sûr, les premiers à se servir, ça va être les architectes, François Mansart et Beaufranc, qui vont acheter des hôtels particuliers, des façades, des lots de pain de terre ici, construiront leurs hôtels particuliers, et ensuite les revendront avec une très forte plus-value. Vous savez bien sûr que sur cette place, on trouve le ministère de la Justice, qui est au numéro 13. Alors je vous laisse admirer. Voyez pourquoi j'ai commencé par la colonnade du Louvre. C'est parce qu'on retrouve le rythme de la colonnade du Louvre, même si on n'a plus les doubles colonnes, avec les pilastres et les colonnes engagées au centre, pour le ministère de la Justice. Et donc, après le ministère de la Justice, vous avez le fameux hôtel du Ritz. Et puis tout autour, ce sont les boutiques des bijoutiers, mais c'est une place toujours en transformation. Et en haut, bien sûr, les fameuses fenêtres des pièces mansardées, les fameuses mansardes de Mansart. Je parlerai un peu plus de Mansart tout à l'heure. Donc là aussi, les angles rabattus, ça nous permet de faire un gros plan. Il va y avoir un gros plan qui va démarrer pour nous montrer cet immeuble d'angle. Alors voilà. Alors, on voit mieux les colonnes engagées. Alors ce coup-ci, vous voyez, on a des chapiteaux corinthiens. Et les mêmes mascarons qu'on voyait déjà à la place des Victoires. Donc vous voyez, sur le même principe, on a réalisé ceci. Et c'est typiquement, c'est très représentatif de l'architecture classique et française, hein, de la sobriété, du rythme et une véritable élégance, une très forte science des proportions. C'est monumental, mais ce n'est pas grandiloquent et boursouflé comme peut l'être parfois le baroque. Sans critiquer le baroque, il y a de très belles réalisations baroques. Mais l'esprit français est plutôt un esprit classique. Or, de nuit, là encore, c'est magnifique. Je vous montre ces photos de nuit parce que je suis content de les avoir faites. Et puis parce que aussi, bien sûr, c'est une petite nostalgie. En ce moment, malheureusement, nous ne profitons pas trop de Paris la nuit. La journée, il y a toujours autant d'embouteillages. Le soir, Paris serait très sympathique, comme toujours. Malheureusement, on n'a pas le droit d'y circuler. Alors maintenant, nous traversons la Seine, nous allons au Collège des 4 Nations. Ici, sur le plan Turgot, le voilà. Donc, ce Collège des 4 Nations, il va être construit entre 1662 et 1688 par Louis Le Vau. Et c'est une commande, c'est un legs de Mazarin. Mazarin, à sa mort, a accumulé une immense fortune qu'il veut donner au roi, qu'il fait mine de donner au roi, et bien sûr le roi refuse, ce qu'avait prévu Mazarin, et donc il va créer une dotation, aujourd'hui on dirait qu'il crée une fondation, pour créer ce collège des 4 nations. Alors, 4 nations, quelles sont ces 4 nations? Eh bien, en fait, ce sont les territoires rattachés à la France suite aux guerres
de Louis XIV à l'époque de Mazarin, c'est-à-dire le traité de Westphalie et le traité des Pyrénées, et qui nous ont permis de récupérer l'Artois, les Flandres, le Hainaut et le Luxembourg. Le Luxembourg, on ne le gardera pas. Ça, c'est une des nations, c'est le Nord. L'Alsace et quelques autres territoires germaniques, 15 étudiants qui viennent donc de ces régions de l'Est. Pignerol et les États pontificaux, 15 étudiants, et le Roussillon et la Cerdagne, c'est-à-dire c'est du côté de Perpignan, 10 étudiants. Alors ces étudiants, c'était des nobles qu'on invitait à venir s'instruire ici pour s'imprégner des mœurs de la cour et de l'esprit français. C'est une volonté donc d'intégration. En fait, les nobles bouderont un peu ce collège des 4 nations. De ce point de vue, ça ne marchera pas très bien. Mais ce qui va en revanche très très bien fonctionner très rapidement, c'est la bibliothèque mazarine. Mazarin lègue sa bibliothèque, c'était un très grand bibliophile, il avait la plus grande bibliothèque française de Paris, et il lègue ses 40 000 ouvrages pour créer la bibliothèque mazarine. Aujourd'hui, la bibliothèque contient encore bien plus d'ouvrages et elle a gardé tout son prestige. C'est une bibliothèque très prestigieuse et on peut visiter tout l'édifice. Alors vous avez certainement remarqué que ça se veut le pendant de ce que Richelieu avait fait à la Sorbonne. On retrouve les collèges, il y a le collège de la Sorbonne, là il y a le collège des 4 nations, et puis l'église centrale avec un beau dôme dans laquelle, bien sûr, était prévu le tombeau de Mazarin, réalisé par Coisevaux, le plus grand architecte, le plus grand sculpteur de l'époque, qui succède un peu à... Enfin, qui succède pas à Girardon, mais qui continue aussi Girardon. Donc c'était l'équivalent. Alors je ne vous ai pas montré le tombeau de Mazarin, parce que le temps presse, il me reste 12 minutes pour terminer, mais vous savez bien sûr que ce collège des 4 nations est devenu l'Institut de France. C'est là que se trouve l'Académie française, l'Académie de sciences aussi, et l'Académie des beaux-arts. Tous les académiciens se réunissent ici, sous la coupole de l'Académie. La voici, c'est la coupole du collège des 4 nations. Donc on peut dire que Mazarin, d'une certaine manière, a réussi son coup aussi bien que Richelieu, puisque la coupole du collège des 4 nations est plus célèbre que celle de la Sorbonne, et son tombeau est aussi magnifique. Alors, autre réalisation et grande réalisation de l'époque de Louis XIV, et qu'on doit à Louis XIV, c'est l'hôpital royal des Invalides. Donc l'architecte s'appelle Libéral Bruant. C'est un architecte qu'on a déjà rencontré, puisque c'est lui qui a réalisé Notre-Dame des Victoires, qu'on a présenté il y a déjà 2 mois. Et c'est lui aussi qui va réaliser la Salpêtrière, qu'on ne présentera pas, faute de temps. Et alors lui, c'est un ingénieur réalisateur, c'est-à-dire il propose des dessins, mais aussi des plans, et il conduit les travaux conformément à ces plans. Ce qui fait que ces réalisations sont plus rapides, parce qu'il suit les travaux lui-même et c'est conforme à ses plans. Donc cet hôtel, il est prévu pour les soldats retraités qui vont, et on a prévu aussi pour subvenir à leur entretien, les bénéfices, d'attribuer les bénéfices de quelques abbayes et prieurés. Ils n'iront pas à la noblesse, là, ils vont servir à l'entretien des soldats, on peut dire rescapés, parce qu'à l'époque, bien sûr, comme toujours, hélas, les soldats se faisaient tuer et bien peu arrivaient à l'âge de la retraite. Et quand ils y arrivaient, ils se retrouvaient démunis, avec très peu d'argent.
Et donc ensuite, ils mendiaient dans les rues de Paris, et s'ils étaient encore très valides, ben, ils étaient toujours présents pour faire un mauvais coup. Donc c'était bien de les encaserner, en leur proposant le gîte et le couvert. Ils étaient très bien traités, très bien, pour les normes de l'époque, mais en même temps, il régnait une discipline militaire, on le conçoit, hein, parce que sinon, les soldats, même vieux et fatigués et estropiés, ils étaient certainement encore un peu turbulents. Donc voilà, on avait réglé le problème, et on montrait aussi à tous ceux qui pouvaient devenir soldats que s'ils parvenaient à la retraite, ils seraient bien traités, ils auraient une retraite méritée, mais ils l'auraient, alors que leurs prédécesseurs ne l'avaient même pas. Donc vous savez qu'on était enrôlés de force à ce moment-là dans l'armée, eh bien au moins on pouvait espérer que ça se terminerait pas trop mal. Une vue aérienne de l'IGN vous montre la grande cour d'honneur et les deux églises. Enfin, c'est une seule église, mais ça, c'est une excroissance. C'était une chapelle, hein, qui est devenue une église à part entière. On va en parler. Mais d'abord, la cour d'honneur ou cour royale. Donc, c'est une cour qui fait 102 mètres de long sur 64 mètres de large. C'est la réalisation de Libéral Bruand. Et vous voyez son plan très sobre, une grande sobriété, et les seules notes qui adoucissent un peu l'ensemble, ce sont les sculptures des angles et des lucarnes. Et ce qui est remarquable, je vous dis, c'est que tous ces bâtiments ont été bâtis en seulement 4 ans. Et ils ont beaucoup de grandeur, et vous savez qu'il y a encore beaucoup de cérémonies qui se déroulent dans la cour des Invalides, et aussi des concerts, hein, quand c'est permis. Et voilà cette façade, là, vous voyez, c'est un grand style classique. Il y a des magnifiques escaliers à l'intérieur. Bon, je ne veux pas trop m'y appesantir, mais bon, c'est l'architecture, vraiment, les arcades, là, les portiques sont magnifiques aussi, on s'y promène volontiers. Et les musées de l'armée, c'est le musée de l'armée aujourd'hui. Il y a énormément de choses à voir, énormément de choses très belles, des œuvres d'art. Et en même temps, on voit mieux la vie des soldats. Il y a aussi le musée des plans reliefs. Et puis il y a le musée de la Première Guerre mondiale, le musée de la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut planifier une ou deux visites facilement pour visiter les Invalides, et on ne le regrette pas. On se dit, bon, musée de l'armée, parfois ça ne donne pas trop envie d'y aller, et c'est dommage, parce que c'est vraiment très beau. Alors vous voyez ici les sculptures des chevaux, ben là c'est des chevaux qui ressemblent à des vrais chevaux, et là aussi, hein, donc on est très loin des chevaux de Bernin, et en même temps ce sont des très belles sculptures. Et vous voyez aussi toute la décoration de chaque lucarne, un travail là aussi très remarquable. Je vous laisse apprécier ce détail. Vous voyez, elles sont toutes différentes. Et ce sont toutes des sculptures remarquables. Donc là aussi, si vous y allez, n'oubliez pas vos jumelles de poche. Les plus belles choses sont à voir à la jumelle. Alors, donc ceci, c'était pour les soldats, mais on avait prévu aussi un grand dôme. Sans doute, ce qui était prévu, c'est d'en faire le mausolée pour les rois, pour les Bourbons, c'est-à-dire Louis XIV avait peut-être à un moment le dessein de se faire enterrer aux Invalides. Mais bon, son règne s'est tellement mal terminé qu'il n'en était plus question. Et Les Invalides, c'est le chef-d'œuvre de Jules Hardouin-Mansart, qui s'est fait représenter, peint par Rigaud, dans ce magnifique tableau qui se trouve au musée du Louvre.
Et vous voyez donc Jules Hardouin-Mansart qui a un costume bleu, pardon, proche des fleurs de lys. C'est le premier architecte du roi. Il est surintendant des bâtiments à la mort de Colbert. Il prend sa place, donc il est ministre de tous les travaux publics. Et il dirige une grande agence d'architectes. Donc le terme d'agence est peut-être en avance sur l'époque, mais il s'agit bien de cela. Parce que c'est un ministre, c'est un courtisan, c'est un artiste. Et il s'inspire de ses prédécesseurs, il invente beaucoup de choses, il définit un style qui est finalement reconnu comme le sien, puisqu'il donne son nom à des habitations, les mansardes. Et on l'a vu à l'œuvre dans plusieurs édifices déjà au cours de cet exposé. Donc c'est un grand créateur. Donc c'est lui qui va réaliser l'église des Invalides, le dôme des Invalides, mais ça va prendre 30 ans. Tout l'hôtel pour les soldats, on l'avait fait en 4 ans, et pour terminer, pour faire le dôme, ça prend 30 ans. Ça prend 30 ans parce que le chantier est sous la responsabilité, non pas du ministre des Bâtiments, du surintendant des Bâtiments, mais du ministre de la Guerre, Louvois. Et Louvois est l'ennemi préféré de Colbert. Donc ce sont les deux qui ont les faveurs du roi, et bien sûr, les deux se jalousent et se détestent. Colbert va tout faire ensuite pour ralentir les travaux et pour que ce monument ne voit pas le jour. D'autant plus que Louvois avait déconseillé au roi de rendre son mariage public avec Madame de Maintenon. Alors Madame de Maintenon, elle non plus, n'aimait pas du tout Louvois et donc a ralenti le plus possible les travaux des Invalides, puisque c'était le bébé de Louvois, ce qu'il voulait s'y faire enterrer, lui aussi, et il n'a pas pu, tout simplement parce qu'il avait l'opposition d'abord de Colbert, puis de Madame de Maintenon. Et donc Mansart a vu ce chantier ralentir, s'éterniser, mais néanmoins, il considère que c'est son chef-d'œuvre, et donc il le fait figurer sur ce tableau. Alors les Mansart, c'est toute une dynastie. Il y avait d'abord François Mansart, qui est né en 1598 et qui est mort en 1666, qui est le premier Mansart. C'est celui qui a créé l'église du Val-de-Grâce, que nous avons vu il y a déjà 2 mois. Et Jules Hardouin-Mansart est son petit-neveu, c'est-à-dire c'est le fils de son frère, ou même le petit-fils de son frère. Et lui-même, Mansart, n'aura pas d'héritier direct, et il aura 2 neveux, Jean Mansart de Jouy et Jacques Hardouin-Mansart, qui vont hériter de son agence et d'une partie de ses titres, et qui vont perpétuer la dynastie quasiment jusqu'à la Révolution française. Et Mansart a eu beaucoup d'élèves, comme Beaufranc par exemple, qui ont continué à faire, on peut dire, du Mansart, avec leur propre originalité, bien sûr. Mais donc le style Mansart, qui est un style finalement très difficile à définir parce qu'il emprunte un peu à l'ère du temps, mais ce style-là va continuer à s'imposer sur toutes les réalisations qui vont avoir lieu pour tout le reste de l'Ancien Régime. Donc c'est un personnage très important. Et voici donc maintenant cette magnifique vue du dôme des Invalides. J'ai fait cette photo en prenant, vous savez, les autobus qui font visiter Paris. Vous montez, si vous avez un bus à Impérial, et donc vous voyez tous les monuments de Paris. Il faisait très beau, vous voyez, on était au mois de mars, il n'y a aucune feuille sur les arbres, et nous avons pu voir beaucoup de monuments de Paris, avec très bien, en hauteur, et donc j'ai fait cette photo, j'en ai fait d'autres, que j'ai plus ou moins utilisées dans les conférences pour Paris. En fait, la plupart des monuments que j'ai photographiés, la conférence était déjà passée. Mais là, j'ai l'occasion de le reprendre aujourd'hui. Je suis désolé, je vais déborder. Donc, voici la coupole
des Invalides. Alors vous remarquez qu'elle est bâtie sur un tambour, c'est-à-dire c'est un cylindre, c'est ce qu'on appelle un étrage corinthien, puisqu'il y a des chapiteaux corinthiens sur les deux colonnes qui sont en saillie, et à côté vous avez des colonnes engagées. Et sur cette saillie aussi, vous voyez courir l'attique, avec les balustrades, en fait, de balustres, et c'est un promenoir, là, il y a des privilégiés qui ont l'occasion, les architectes en chef, de s'y promener, et puis là, vous voyez qu'il y a des contreforts pour aller vers un second tambour plus petit qui supporte le dôme qui est fait de 12 grands côtés, c'est une coupole en plomb, et qui a été complètement doré, le lanternon et la flèche. De l'autre côté, l'église des soldats est très simple, sans doute style libéral Bruant. Je dis sans doute parce que Jules Hardouin-Mansart était son élève. Et malgré tout, d'une grande sobriété, d'une grande beauté, et très lumineuse par les ouvertures sur les deux côtés, au rez-de-chaussée et à l'étage. Donc c'est une très belle église, beaucoup plus sobre. Personnellement, j'aime mieux cet intérieur que celui du Dôme des Invalides, que je ne présente pas parce que c'est une œuvre du XIXe siècle. Alors il y avait, je vais accélérer pour la fin, là, parce qu'on a pratiquement terminé, une manufacture des Invalides où l'on créait des tapisseries aussi, parce qu'il fallait bien prépoire le drap pour les soldats, donc c'était pour habiller les soldats et aussi pour décorer l'hôtel des Invalides. Il y avait aussi une imprimerie. Tout ceci, c'était pour faire travailler, pour occuper les soldats qui, justement, n'étaient pas invalides, sachant que les autres, suivant leur degré d'invalidité, travaillaient plus ou moins. Mais il ne fallait pas les maintenir oisifs, ça se comprend. Et ceci nous amène aux manufactures royales. Ici, les Gobelins. Alors vous voyez, c'est la visite de Louis XIV aux Gobelins en 1667. Vous voyez le roi, vous voyez Colbert à ses côtés. Et on présente tout ce qu'on fabrique dans les manufactures. Bien sûr, les tapisseries, on en voit une ici, mais aussi il y a des manufactures pour la marqueterie, pour le mobilier, pour l'ébénisterie, et aussi pour toutes les pièces d'orfèvrerie, et en particulier des grands vases d'argent, des vaisselles d'argent, sans oublier, bien sûr, la verrerie et la miroiterie. Vous savez que ça, c'est l'œuvre de Colbert et du colbertisme, cette théorie qu'on a appelée en économie ensuite le mercantilisme, et disait bien, pour enrichir le royaume, qu'on ne peut pas faire payer des impôts aux riches, ce sont les privilégiés, les nobles et le clergé ne payaient pas d'impôts, et comme les pauvres, ils ont tout juste de quoi survivre et se nourrir, parce qu'il y a donc des famines, des disettes, pour avoir de l'argent dans les caisses de l'État, il va falloir acheter des matières premières, il va falloir ne plus acheter d'objets de luxe à l'étranger, et fabriquer sur place. Et pour les fabriquer, on fait venir des matières premières à bas prix, aussi peu cher que possible. On leur donne une forte valeur ajoutée, et on crée des objets qu'on va vendre non seulement aux Français, mais aussi qu'on va revendre aux étrangers, ce qui fera rentrer de l'argent directement dans les caisses du royaume. Alors c'est une politique interventionniste, on va créer les manufactures, c'est-à-dire les financer, leur passer des commandes pour les faire travailler, et puis ensuite ça va se développer et continuer par elle-même. Alors ça, bien sûr, ça aurait été magnifique si Louis XIV n'était pas si souvent parti en la guerre et n'avait pas ruiné tous les efforts de Colbert, à tel point que toute la vaisselle d'argent, tout le mobilier d'argent, on va être obligé de le fondre en 1689 pour pouvoir financer la guerre. Ce qui est quand même bien dommage. Donc Madame Gallet vous donne l'échelle de cette tapisserie qui se trouve au musée du Louvre. C'est une tapisserie des Gobelins sur un modèle, sur un carton du XVIe siècle. Vous voyez, là, on est dans un esprit Renaissance. Et vous remarquez, mais elle est très bien conservée. Et vous remarquez ces très beaux détails. Là, c'est dans un style début XVIIe, toujours au Louvre. Et là, une tapisserie de Beauvais, où l'on peut lire la devise de Louis XIV.
Et vous voyez qu'il y a beaucoup de modelés. Donc il va y avoir comme ça plusieurs manufactures et on va développer les arts et le commerce. C'est dommage donc en étant développé la guerre. Et voici pour terminer le mobilier de Boule, dont on reparlera peut-être à d'autres occasions. Donc c'est une marqueterie très spéciale, faite en écailles de tortue, et les meubles vont toujours par deux. Pourquoi? Parce que ici vous avez un meuble avec de l'écaille de tortue, du bronze et de l'argent, qui représente donc un dessin, c'est une marqueterie, vous voyez aussi les dorures, et vous avez son pendant qui est la version en négatif. Les écailles de tortue, là où il y avait du bronze et de l'argent, et du bronze, et des dorures et de l'argent, là où il y avait des écailles. Alors ça marche plus ou moins bien, il ne faut pas perdre des morceaux. Ici, par exemple, vous avez des écailles de tortue là et là, c'est les mêmes. Mais vous voyez le principe, donc les meubles vont par deux. Il faut les acheter, il faut toujours en acheter deux et les mettre en vis-à-vis ou côte à côte pour bien profiter du spectacle. Et c'est là-dessus que je termine, bon, j'ai pas trop débordé, ça va, que je termine cette présentation du siècle de Louis XIV, de Paris sous Louis XIV, Paris qui va connaître une impulsion très importante grâce aux créations de Louis XIV, à son esprit d'entreprise, au génie aussi des gens dont il sait s'entourer, Colbert, Mansart et beaucoup d'autres. Donc il va créer cette nouvelle physionomie de Paris et il va nous le transmettre, ce qui fait qu'on admire ses réalisations et on oublie toutes les souffrances, toutes les misères qu'il a malheureusement infligées à son peuple. Ainsi, on écrit l'histoire. Je vous remercie pour votre attention et vous dis au trimestre prochain pour traiter le siècle suivant, celui de Louis XV, avec toutes les belles réalisations que nous ont laissées cette époque. Louis XV et Louis XVI, on ira sans doute jusque-là. Je vous remercie.